Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Mademoiselle Villageois Marie-Claude. Elle est consultante, dirigeante d'entreprise. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de cette première expérience et puis comment en êtes-vous arrivé à vous mettre sur ce créneau? Alors, comment je suis arrivée à me mettre sur ce créneau? À l'époque, nous parlions énormément en Guyane de la coopération économique. C'était le fer de lance de la région à l'époque sur la mise en place d'un programme opérationnel amazonien à l'époque. Et j'avais avec moi quelqu'un qui travaillait déjà à l'international, qui était quadrilingue et qui aimait la Guyane. Et j'étais en quête justement de lancer une affaire, une entreprise, puisque je venais de prendre 2 années sabbatiques après mon dernier emploi. Donc j'ai créé mon entreprise qui s'appelait Concilium à l'époque, avec un collaborateur, Thierry Aconte d'ailleurs à l'époque, qu'on connaît encore aujourd'hui je pense. Et donc on s'était spécialisé effectivement sur la coopération économique, Concilium étant aussi installé à Manaus. Nous avons eu l'occasion de participer à un certain nombre de réunions par le CISTC, le secrétariat technique du PO, mais aussi pour Interreg Caraïbes, parce que nous étions aussi invités, nous sommes le seul cabinet à l'époque d'intelligence économique qui était invité au secrétariat technique de Interreg Caraïbes en Guadeloupe et aussi en Martinique. Donc nous avons fait des formations pour quelques-unes des entreprises. Nous avons accompagné RFO Guyane à l'époque sur un projet de mise en place d'un partenariat Brésil-Suriname-Guyane pour un échange d'émissions et de contenu audiovisuel. Nous avons aussi participé lors des États généraux. J'ai été coordinatrice de la partie justement coopération économique à l'international. Donc nous avons dû apporter aussi notre concours, notre expertise sur ce champ d'action et ce champ d'opportunité pour la Guyane dans son environnement interrégional. J'ai eu aussi à faire mon master cadre dirigeant auprès de l'ESCP Europe. Donc mon mémoire a été fait justement sur l'internationalisation des entreprises guyanaises. Et donc j'ai collaboré aussi avec la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, sur un projet qui était prévu pour la création d'une zone franche économique. Donc nous avons été l'entreprise les consultants qui avons accompagné le groupe pour une visite à Manaus d'un certain nombre d'entreprises que nous avions contactées. Nous avons fait l'organisation de ces déplacements qui apparemment porte ses fruits puisqu'il y a eu une collaboration qui a été signée avec la Chambre de commerce. Voilà. Selon vous, pourquoi les entreprises guyanaises ne sont pas plus nombreuses à justement aller sur le terrain de l'international? Eh bien, je pense qu'il y a une méconnaissance réelle de comment se passe cette exportation de nos moyens. Mais il y a aussi un accompagnement important à apporter de manière très concrète sur comment on va à l'international. Et aussi avoir des contacts. Et nous, on s'était spécialisé effectivement dans ce domaine puisque nous étions installés au Brésil, nous maîtrisions la langue, nous avions des contacts à tous les niveaux. Nous avions même proposé à l'époque à la région, je me souviens, j'avais fait la présentation d'un projet d'un système adossé au POA permettant à la partie extra-communautaire de financer sa partie, puisque dans le principe du programme opérationnel est qu'il finançait le partenaire européen, mais pas le partenaire extra-communautaire, alors qu'il est sine qua non au projet.
Donc, aller à l'international, ce n'est pas simple. Il y a des opportunités vraies. Maintenant, il y a de grandes études à faire, il y a aussi un investissement à mettre en place et aussi un accompagnement très poussé des personnes qui maîtrisent cette chose. Voilà. Alors, vous dites qu'il y a des aides qui sont à la portée des entreprises guyanaises qu'elles pourraient obtenir. Mais malgré cela, est-ce qu'il n'y a pas une part de peur également dans le fait d'aller à l'international? Certainement, parce que nous avons aussi des coûts qui sont différents. Nous avons une monnaie différente, nous avons une monnaie beaucoup plus forte que la leur. Après, il faut maîtriser la réglementation qui se fait là-bas, les acheminements, les complications. Donc oui, il y a forcément une zone de peur. D'où l'importance d'avoir effectivement des personnes qui connaissent bien les rouages et les mécanismes de l'international dans ces régions-là en tout cas. Voilà. Consilium va donc décliner, vous allez cesser cette activité, mais pour en relancer une autre. Pourquoi l'entreprise était en fin de vie? C'était la fin d'un cycle? Disons que à l'époque, j'étais un petit peu déçue en fait de comment était... moi, je suis guyanaise, j'ai investi, mais vraiment investi tout ce que j'avais dans mon entreprise pour me spécialiser dans un domaine avec des personnes de valeur, de connaissances. Et je n'ai pas trouvé l'écoute, je n'ai pas trouvé... comment je vais dire cela? J'ai été un peu déçue en fait de tout ce que j'ai pu proposer et qui n'a pas vraiment abouti et que l'on a préféré même souvent donner à des personnes de l'extérieur plutôt que des gens en local comme moi, comme d'autres aussi, mais comme moi. Et donc j'ai un petit peu baissé les bras effectivement et j'ai préféré passer à autre chose. Voilà, c'était un choix. Et parlez-nous de cette nouvelle structure que vous allez créer en 2016, GMDcom. GMDcom, effectivement. Souvent, quand on attend com, on met un point .com. Mais ce n'est pas gmd.com, mais c'est GMDcom, qui veut dire gestion, management, développement et le com pour la communication et la commercialisation selon l'angle d'approche pour le client. Alors, GMDcom, oui, a pris naissance parce que on me sollicitait, puisqu'on me connaissait aussi dans l'accompagnement des entreprises et que je ne trouvais pas non plus le poste qui pourrait me donner envie de rester en tant que salarié. Donc, et puis j'avais pris goût aussi à mon indépendance. Donc, j'ai relancé mon entreprise et donc aujourd'hui, j'accompagne des entreprises, je fais des audits RH, du coaching, de l'organisation, du conseil, du management RH. Et j'ai toujours mon collaborateur de l'époque qui est là aujourd'hui, encore à mes côtés, hein, après plus de 15 ans. Il est encore avec moi et on fait des conseils de haut adaptés à nos petites entreprises avec du niveau élevé pour que nos entreprises en Guyane soient bien organisées et structurées pour faire face justement à leurs difficultés. Qui sont vos clients, les entreprises, mais travaillez-vous également avec les collectivités? Alors, avec les collectivités directement, non. Indirectement, peut-être. Pour l'instant, c'est particulièrement alors, ça peut être les OPCO, puisque nous sommes à même à faire des audits RH pour les petites entreprises, les PCRH d'ailleurs qu'on appelle, des prestations de conseil en ressources humaines. Ensuite, des accompagnements pour pouvoir passer à la phase mise en œuvre pour l'entreprise. Ensuite, c'est particulièrement effectivement l'entreprise directement qui est concernée. C'est vraiment l'angle d'approche à l'inverse de ce que j'avais mis en place avec la première entreprise où je passais
par les administrations pour arriver à l'entreprise. Aujourd'hui, je passe par l'entreprise et effectivement, on peut aboutir à l'administration. Je prends un exemple simple. Nous avons mis en place depuis un an la création d'un groupement d'employeurs. Le premier groupement d'employeurs, notamment, qui a été créé depuis peu, pour le monde du transport, spécifiquement pour le monde du transport. Donc, nous avons été accompagnés par la DG Copop pour la mise en place. Nous avons des partenaires pour cette mise en place avec le Pôle emploi et l'OPCO Mobilité en l'occurrence. Et donc, la CTG aussi va prendre part et nous espérons que les choses suivront ce cours où nous aurons cet accompagnement de ces instances pour pouvoir consolider ce nouvel outil dédié au monde du transport et de la logistique sur le territoire. Comment prospectez-vous vos clients, les clients qui deviennent des ambassadeurs qui vous recommandent? C'est tout à fait ça. En fait, oui. Je suis recommandée ou les gens me reconnaissent par rapport à toutes les casquettes aussi que j'ai eues de par, ça fait plus de 15 ans que je suis membre de la CPME Guyane. En 2008, je suis passée à une phase active en tant que membre en siégeant dans un certain nombre de comités avec des mandats. Donc j'ai dû me battre pour défendre les intérêts des petites entreprises, donc on me connaît. J'ai aussi eu l'occasion de participer à l'élaboration d'un certain nombre de dispositifs, même le PCRH en l'occurrence d'ailleurs, en apportant mon expertise sur les aides et les moyens qui pouvaient être optimisés pour les entreprises afin de pouvoir absorber après les salariés. Donc oui, ma recommandation aujourd'hui, elle est là, face à des clients apparemment satisfaits. Mademoiselle Villageois Marie-Claude n'a pas toujours été chef d'entreprise, elle a aussi été salariée. Tout à fait. Tout à fait, j'ai été salariée depuis, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai travaillé bien avant. J'ai un parcours assez dense et atypique, hein. J'ai toujours travaillé depuis mon plus jeune âge avec ma mère qui avait une épicerie, puis après elle vendait des légumes. Donc j'ai toujours travaillé. Et à l'âge de 15 ans, en sortant de la troisième, j'étais censée passer en lycée technique, le lycée Marchot à l'époque. Je devais rentrer faire ma formation de BEP comptabilité. Mais la vie a décidé autrement. On ne m'a pas donné la place qui m'était réservée, on a mis quelqu'un d'autre à la place et il n'y avait plus de place malgré le fait que j'ai dû faire le pied gru pendant 15 jours pour avoir la possibilité de travailler, aller à l'école. Mon destin a été que j'ai dû rentrer en vie active avec une famille de 7 enfants. Il fallait que je travaille, donc voilà. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc mon parcours, j'ai appris énormément de métiers. Je ne suis jamais restée très longtemps sans travailler. Et mon dernier emploi, j'ai fait 8 ans. J'ai été responsable librairie pour les messageries guyanaises de presse à l'époque, pendant 8 ans. Donc, et ensuite, j'ai fait une année sabbatique pour me reposer, pour prendre aussi un peu de temps avec mon fils, parce que j'étais rentrée dans cette entreprise et mon fils avait que 3 mois. Donc après, voilà. Le parcours dans l'entrepreneuriat s'est fait juste après. Avec comme point central la formation, hein, on voit que malgré que vous ayez quitté l'école à l'âge de 15 ans, vous y êtes revenu, vous n'avez jamais abandonné les bancs de l'école puisque vous allez passer et obtenir un BTS. Suite à cela, vous allez décrocher un master à l'ESCP Europe à Paris. Donc il y a une volonté de progresser et de votre point de vue, cela passe par la formation. Alors, oui et non. Pourquoi oui et non? D'ailleurs, le sélectionneur de l'ESCP Europe, quand il m'a rencontré pour la sélection, quand il a vu mon CV, quand il m'a écouté, il m'a demandé qu'est-ce que je venais faire là.
Et je lui ai dit, je ne comprends pas la question. Il m'a dit, écoutez madame, vu tout ce que vous avez déjà fait, vous avez de l'expérience, pourquoi venir encore sur les bancs d'école? Et en fait, je lui ai dit qu'en fait, c'était pas pour les autres, c'était pour moi. Ça me permettait deux choses, enfin une chose particulièrement, c'était d'évaluer mes compétences, d'évaluer par le biais de ces modes d'évaluation technique avec l'USCP Europe, où j'en étais, et si ce que j'avais appris était bien. Et comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, ça me permettrait en même temps justement de corriger ce que je ne savais pas bien faire ou que je n'avais pas appris. C'est comme pour mon BTS assistant de gestion. Je pouvais le faire en candidat libre en VAE. J'ai fait 2 ans quand même à l'école. Parce qu'il me fallait prendre les compléments de ce que je n'avais pas eu. Toute la partie droit, juridique et autres, ça a complémenté ce que je savais déjà faire. Et j'ai acquis des compétences supplémentaires. Donc j'ai consolidé mes acquis. Donc la formation, c'est bien. Je prêche pour cela, j'accompagne, mais pas n'importe comment. Mais je vais personnellement privilégier quelqu'un qui aura la volonté, l'envie de travailler, que quelqu'un qui aura un diplôme. Aujourd'hui, le diplôme ne fait pas force de loi en termes de compétences. C'est vraiment mon ressenti, c'est vraiment le constat que j'en fais. J'accompagne des jeunes, j'ai formé des jeunes, j'ai créé un centre de formation que j'ai mis en attente parce que je suis en train de préparer des choses plus spécifiques que ce que j'avais prévu parce que justement le domaine est tellement compliqué, complexe et l'approche doit être adaptée. Et pour moi, ça n'engage que moi, elle ne l'est pas. Donc voilà, il y a une approche et voilà, j'ai fait, mais ma majorité de ma formation a été vraiment autodidacte. Vous aimez vous challenger? Oui, on va dire ça. J'aime, oui, j'ai une vision pour aller toujours plus loin. Et d'ailleurs, lorsque j'ai passé mon master, dans mon équipe, dans mon groupe, j'étais la seule à ne pas avoir fait de parcours à l'éducation nationale comme tout le monde, quoi. J'étais la seule à ne pas avoir de diplôme à l'époque. Donc, et je me suis rendu compte que mon niveau il était très très bien par rapport aux autres. Donc en fait, les gens qui n'ont pas été à l'école ou qui n'ont pas eu la chance des fois, hein, parce que c'est aussi pas seulement une volonté, mais pas toujours eu la possibilité de le faire. Moi, je sors d'une famille extrêmement modeste. Je n'avais pas les moyens de faire de grandes études, de partir faire des études. Donc, j'ai dû me battre personnellement pour avoir et acquérir tout ce que je sais. Et je suis toujours aussi prête à le transmettre parce que nos jeunes ont besoin de ça. Il faut qu'ils puissent prendre conscience qu'ils sont tous intelligents. Ils ont tous des capacités et qu'il suffit simplement de savoir bien regarder en eux et qu'en plus, bien sûr, les stimuler à cela pour qu'ils puissent arriver à faire quelque chose de bien. À vous entendre, il n'est jamais trop tard, on peut toujours se rattraper? Toujours. N'est pas le meilleur celui qui a un diplôme. Moi, je suis passée dans toute ma carrière sur beaucoup de postes sans diplôme, sur des gens qui avaient le diplôme à côté. Donc, je pense que d'autres sont capables de faire autant, aussi bien. Et je vous dis encore aujourd'hui, je rencontre des jeunes, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas les compétences. Désolée, mais c'est creux. Donc, je me questionne sur comment on leur apprend, comment ils ont fait pour avoir ce diplôme. Vous dites que vous êtes passée de femme de ménage à assistante de direction, c'est incroyable. Quand je vous dis que j'ai fait tous les métiers, quand on veut, on peut. Je voulais travailler, ben oui, j'ai fait femme de ménage, j'ai gardé des enfants. Quand je ne trouvais pas de travail, eh bien, j'organisais des anniversaires. J'ai organisé les anniversaires de personnalités que je connaissais. J'ai fait plein de métiers. Franchement, je suis très fière. Et même mon fils m'a dit un jour, mais maman, avec tout ce que tu sais faire, tu aurais dû partir
tu serais bien plus loin que si tu étais resté ici. Donc voilà, je pense que je suis un exemple de ceux qui peut dire que c'est pas avoir un diplôme qui fait ce qu'on est. On est ce qu'on est et on décide de l'être. Mais il faut se battre pour. À un moment où beaucoup pensent effectivement à quitter la Guyane pendant quelques années, ou voire même définitivement, vous n'avez jamais eu cette idée de partir? Non. Bizarrement, non. Et c'est là où est venue d'ailleurs comment je vais dire ça, quand j'ai fermé ma première entreprise, j'étais vraiment déçue parce que j'ai vraiment tout investi pour ma Guyane. Parce que je sais qu'en Guyane, il y a tout à faire. Mais j'aurais aimé que l'on puisse le faire ensemble. Et malheureusement, on a plus tendance à avoir chez les autres qui viennent de l'extérieur la soi-disant compétence que nous avons bien ici en Guyane. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a fort à faire, il y a beaucoup à faire. Et si les autres sortent de là-bas, de n'importe où dans le monde pour arriver en Guyane, c'est qu'il y a de quoi faire. Alors je ne dis pas que je ne partirai pas, parce que à force peut-être que... mais je ne suis pas encore prête à cela. Même si on me titille pour aller sur les Antilles, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre. Mais non, franchement, il y a à faire. Il y a du travail en Guyane. Il y a beaucoup de travail en Guyane. Je vois quand j'accompagne les entreprises, les besoins qui y sont, les doléances qui sont là. Mais personne ne se connaît. Tout est éclaté. Quand on parle de coopération, on doit savoir déjà coopérer entre nous. Qui fait quoi, où, comment. Entre nous, si on sait déjà parler, on n'a pas besoin de s'aimer des fois, mais si on sait déjà parler et s'exprimer, on a déjà un marché entre nous-mêmes. Je n'irai pas chercher loin ce que je sais pour pouvoir trouver tout près. Et ça, le chef d'entreprise déjà, c'est un gain de temps de savoir où il peut aller le plus rapidement possible avec les compétences qu'il sait. Donc soyons un peu plus chauvins chez nous, faisons travailler aussi nos gens, nos jeunes, mais accompagnons aussi nos gens et nos jeunes à l'excellence. On a une approche certainement particulière à faire parce que les gens d'ici ne sont pas les gens de Saint-Laurent, ceux de Saint-Laurent ne sont pas ceux de Kourou. Mais ça, c'est de la pédagogie, c'est de l'ingénierie qu'on peut adapter, qu'on peut mettre au service des gens de chez nous. Le Guyana fait face à un boom économique avec des annonces rassurantes concernant l'exploitation du pétrole. Le Suriname également est sur une bonne dynamique. Il y a la barrière de la langue. On est très mauvais en langue chez nous en Guyane. Est-ce que c'est pas la principale barrière à l'internationalisation que beaucoup de chefs d'entreprise pourraient entreprendre? Je ne sais pas, parce qu'en fait, la langue, 1, ça s'apprend, 2, on peut se faire accompagner, 3, aujourd'hui, on a des outils qui peuvent nous permettre de traduire. C'est d'abord la volonté et le courage d'y aller. Et en troisième lieu, si nous avons des autorités qui peuvent nous accompagner réellement, ça doit pouvoir se faire. La barrière de la langue aujourd'hui, non. C'est une plus d'actualité. D'ailleurs, heureusement, je vois les jeunes s'internationalisent de plus en plus. Ils ont ce courage d'aller voir à l'extérieur. Il faut. Mais il faut aussi partir avec un bagage. Il faut aussi partir avec une vision. Il faut aussi partir avec des choses à apporter. Pas simplement aller prendre chez les autres. Et puis, il faut apporter quelque chose, des compétences, une vision, quelque chose. Donc, non, il y a à faire. Et la Guyane n'est pas exempte de tout ce boom économique qu'on pourrait développer en Guyane. Hein. Voilà. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui se prêtent le plus à cette coopération au moment où nous parlons en Guyane? Quels sont les domaines, quelles sont les activités qui se prêtent à cette coopération, c'est-à-dire?
cet échange économique que l'on pourrait établir avec nos voisins, aussi bien le Brésil, le Suriname, le Guyana, ou même peut-être un peu plus loin. Est-ce que c'est le tourisme? Qu'est-ce qu'on a à échanger avec ces pays voisins? Je dirais déjà, je vois la chose sous deux angles. Avant de vouloir partir coopérer avec les autres, commençons à coopérer chez nous. Commençons à préparer le terrain. Commençons à préparer les choses qu'on voudrait proposer. Les choses ne sont pas assez structurées chez nous. Ça, c'est une chose. Maintenant, on peut toujours coopérer malgré tout pour aller au moins nouer des relations, apprendre avec l'autre et mettre en place. Donc, s'enrichir d'expériences qui sont déjà prouvées ailleurs et peut-être que ça fait germer aussi des choses à mettre chez nous ou à développer chez nous. Faut pas rester statique de toute façon. Mais il faut avoir une ouverture d'esprit suffisamment large avec une vraie volonté de coopérer, mais dans le bon sens. Déjà chez nous. Qui fait quoi, où et comment. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Je ne sais pas, hein, pour le tourisme, j'ai jamais poussé l'expertise à savoir s'il y avait eu une étude sur le tourisme en Guyane qui dirait qui fait quoi. Je prends le cas par exemple du transport en Guyane, on ne sait pas. Et ça doit être la même chose dans d'autres secteurs. Donc il faut qu'on se pose des questions pour qu'on ait des bases réelles où qu'on peut quantifier les choses, qu'on peut les identifier pour pouvoir les performer. Mademoiselle Villageois Marie-Claude, comment vous vous projetez aujourd'hui? Parlez-nous de vos projets. Vaste question. Mes projets, écoutez, j'ai un peu lâché quelques casquettes de façon à pouvoir me consacrer un peu plus à mon entreprise parce que ça prend du temps. Et je suis en train de revoir et corriger un petit peu mon modèle économique pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Parce que comme je vous ai dit, on me fait des sollicitations à l'extérieur aussi. Et on a beau m'appeler femme orchestre, je crois que je suis un peu limitée quand même. Et puis on est dans l'ère du numérique, on doit pouvoir briser certaines barrières. Donc voilà, je suis en train, à mon niveau, sinon je continue et j'espère mettre en place des sujets de formation qui sont très demandés, que j'ai identifié fortement auprès de toutes les entreprises que je côtoie quotidiennement, même pour mes propres besoins. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça qui sont en train de germer. Quels sont ces sujets de formation? Oh là, je vais un petit peu garder le secret pour l'instant. La formation, c'est vaste, c'est grand, il y en a beaucoup. Donc je garde un peu ce secret. Comment peut-on vous suivre? Sur les réseaux sociaux? Alors, comme je le disais, je suis en train de m'organiser sur tout cet aspect numérique. Justement, ma transition numérique est en cours. Donc, les réseaux sociaux, bientôt. Pour l'instant, je suis en train de mettre les choses en place. Merci pour cet entretien. Merci de nous avoir accordé de votre temps et merci pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie et puis merci à tous les auditeurs qui nous écouteront et je leur dis à bientôt.